Messieurs, aujourd'hui nous sommes réunis pour vous présenter le travail réalisé par la Commission d'aménagement du territoire et du développement durable, dont je suis le président, et sur la proposition de loi qui vise à favoriser le réemploi de véhicules. Véhicules au service des mobilités durables et solidaires sur les territoires, déposés par notre ancien collègue Joël Labbé, que je salue, et plusieurs de ses collègues en septembre 2023. Ce texte, il est inspiré d'un article additionnel inséré par le Sénat à l'initiative de son auteur Joël Labbé dans le cadre de l'examen du projet de loi Climat et Résilience. Cet article n'avait malheureusement pas survécu à la commission mixte paritaire. Le dispositif prévu par la proposition a été légèrement retravaillé depuis la loi Climat et Résilience, mais son objectif, lui, reste le même. Il s'agit de permettre que certains des véhicules aujourd'hui mis au rebut dans le cadre du dispositif de la prime à la conversion en vue de leur destruction soient remis à titre gracieux aux autorités organisatrices de la mobilité, les AOM, et ce à titre volontaire, afin de leur permettre de mettre en place des services de location solidaire au profit des ménages les plus fragiles. 4 ans après la promulgation de la loi des mobilités, qui avait entendu renforcer le droit à la mobilité, force est de constater que l'accès à cette mobilité n'est pas une réalité pour tous nos concitoyens, en particulier nos concitoyens dans les zones rurales. Étant moi-même dans un département très rural, je le constate régulièrement. Or, la mobilité, c'est un élément essentiel pour accéder à l'emploi, élément essentiel pour accéder à l'éducation aussi, aux services de santé et un ensemble indispensable de services à la vie quotidienne de nos concitoyens qui n'ont pas, dans nos territoires ruraux, je le répète, d'autres moyens de se déplacer qu'avec un véhicule. Naturellement, cette proposition de loi n'a pas vocation à apporter une solution aux plus de 13 millions de Français qui sont touchés par le phénomène de précarité et mobilité. Il me semble toutefois que le dispositif de location solidaire proposé aura sa zone de pertinence de manière tout à fait complémentaire à d'autres politiques publiques comme le renforcement de l'offre de transport collectif et le leasing social, qui doit entrer en vigueur dans les prochaines semaines. Ce texte a fait, et je tiens à le saluer, a fait l'objet d'un consensus transpartisan au sein de notre commission, puisqu'il a été adopté à l'unanimité. Ce mercredi dernier, il y a une semaine, je m'en réjouis et espère qu'il recueillera également un large accord lors de son examen en séance publique qui aura lieu le 13 décembre prochain. Une fois adoptée par le Sénat, la proposition de loi poursuivra sa route à l'Assemblée nationale. Aussi, nous appelons le gouvernement à soutenir cette initiative sénatoriale, comme beaucoup d'initiatives sénatoriales très pragmatiques, qui apportera des solutions concrètes à de nombreux ménages à bas revenus ne disposant pas de solutions de mobilité. Voilà, en préambule, ce que je souhaitais vous dire, mesdames et messieurs, avant de donner la parole à notre rapporteur Jacques Fernic. Merci, Président. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs les journalistes. Donc, je suis heureux de vous accueillir cet après-midi pour vous présenter le bon travail effectué par notre commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, donc mercredi dernier, sur cette proposition de loi visant à favoriser le réemploi des véhicules, au service des mobilités durables et solidaires. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je remercie aussi Guillaume Gontard, donc le président du groupe Écologie, Solidarité et Territoire, pour sa présence avec nous. Je lui céderai tout à l'heure la parole en tant que co-auteur de ce texte, puisqu'il remplace son premier signataire, notre ancien collègue Joël Labbé, qui n'est plus sénateur depuis octobre 2023. Au cours de mes travaux préparatoires à l'examen de ce texte, donc comme rapporteur, j'ai pu rencontrer plus d'une dizaine d'acteurs de différents horizons, en particulier des représentants de services et l'administration centrale,
les collectivités locales, des représentants des garages solidaires, leurs 3 principaux réseaux de garages, Agile S, Agile ESS, Solidar Auto et Mobine, mais aussi des acteurs du secteur automobile et des associations comme le Secours catholique, très impliquées en faveur des mobilités solidaires. Ces riches échanges m'ont permis d'arriver à un double constat que je qualifierais même de paradoxe. Chaque année, on a des milliers de véhicules encore en état de fonctionner qui sont envoyés à la casse dans le cadre de la prime à la conversion. Cela alors même qu'on a des millions de nos concitoyens qui ne disposent d'aucune solution de mobilité, notamment dans les territoires ruraux. Donc si vous le voulez, on va décomposer ensemble pas à pas ces 2 constats. La première observation, la prime à la conversion, elle favorise, c'est son but, le renouvellement du parc de véhicules au profit de véhicules plus récents, moins polluants. Ce dispositif a été mis en place aux côtés d'autres aides à l'acquisition de véhicules propres afin de réduire l'impact environnemental et sanitaire du secteur des transports. Les transports, on le sait, responsables de 30% des émissions de gaz à effet de serre dans notre pays et d'une part importante de polluants atmosphériques auxquels sont associées de nombreuses pathologies. Parmi ces émissions, une part prépondérante provient du transport routier et notamment, particulièrement, des véhicules individuels. En pratique, la prime à la conversion, elle permet aux particuliers de se voir verser une aide qui peut aller jusqu'à 9 000 € pour acquérir un véhicule classé critère 0 ou 1 en échange de la mise au rebut d'un véhicule plus polluant, c'est-à-dire classé critère 3 jusqu'à 5 ou non classé. Concrètement, le véhicule ancien doit être remis à un centre de traitement de véhicules hors d'usage, on les appelle les centres VHU, ces centres sont agréés, qui réalisent ensuite des opérations de dépollution, de démontage du véhicule, avant de confier ce qu'il en reste, c'est-à-dire la carcasse, à un broyeur. La prime à la conversion, elle présente sans conteste des résultats positifs. Selon un rapport du Commissariat général au développement durable, c'est pour l'année 2021, 45 tonnes d'émissions de particules fines qui ont pu être évitées et 160 000 tonnes d'émissions de CO2. Donc évitées en 2021 grâce au dispositif de la prime à la conversion. Toutefois, il ressort de mes travaux qu'un certain nombre de véhicules envoyés chaque année à la casse via la prime à la conversion sont encore en état de fonctionner et ne sont pas parmi les plus polluants. Ainsi, on a 59% des véhicules mis au rebut dans le cadre de ce dispositif en 2022 qui étaient classés critère 3. On peut faire l'exercice de mettre ce chiffre en regard avec la composition du parc national, donc bien plus volumineux que les véhicules qui passent par la prime à la conversion, au sein duquel les véhicules classés critères 3 à 5 représentent plus du tiers des véhicules. Donc la destruction systématique de l'ensemble de ces véhicules ne va pas de soi, y compris d'un point de vue écologique, parce qu'elle implique d'une part un gaspillage, passez-moi l'expression, de matériaux et de véhicules, dont certains ne comptent pourtant pas parmi les plus polluants, et d'autre part, elle implique une production accrue de véhicules neufs, production dont l'empreinte environnementale est tout sauf négligeable. Donc j'en viens donc à la deuxième observation formulée dans mon rapport. On a 13,3 millions de Français aujourd'hui en situation de précarité mobilité, 13,3 millions. Et parmi ces 13,3, on en a 4,3 millions pour lesquels c'est pire parce qu'ils ne disposent d'aucune solution de mobilité. Selon une enquête récente, 40% des ménages relevant du premier quartile de revenus, donc les plus modestes, ne disposent pas d'un véhicule, donc 40%. Par ailleurs, lorsque les ménages modestes possèdent des véhicules, ceux-ci sont en règle générale à motorisation diesel. Ils sont en outre plus anciens, usagés que le reste du parc national et donc en moyenne plus polluants. Donc face à ce constat, au niveau local, il y a des efforts qui sont déployés depuis de nombreuses années pour mettre en place des services de location solidaire de véhicules au bénéfice des publics précaires. On aurait pu s'attendre à ce que la loi d'orientation des mobilités, la LOM de 2019, renforce ces initiatives, puisqu'elle a confié aux autorités organisatrices de la mobilité un rôle en matière d'organisation de services de mobilité solidaire et a consacré cet objectif, cette mission, dans le Code des transports. Pourtant, ces démarches
au cœur desquels on trouve bien souvent les garages solidaires, semblent se heurter à plusieurs difficultés. Premièrement, elles se développent sans disposer d'un cadre législatif précis sur lequel s'appuyer. S'il est bien sûr souhaitable que les dispositifs de mobilité solidaire tiennent compte des spécificités de chaque territoire, le législateur a un rôle à jouer pour soutenir, faciliter et organiser ces initiatives. Au Sénat, Chambre des territoires, on le sait bien. Deuxièmement, le modèle économique des services de mobilité solidaire est particulièrement fragile. Compte tenu de la nécessaire modicité des prix pratiqués à la location, qui sont généralement de quelques dizaines d'euros par mois, en pratique, les garages solidaires dépendent donc en grande partie des dons de véhicules effectués par les particuliers, les entreprises et les collectivités territoriales. Or, on constate une raréfaction de ces dons de véhicules au bénéfice des garages solidaires sous l'effet de la mise en œuvre de la prime à la conversion, et sans doute sous l'effet aussi du développement de nombreuses offres de leasing. Et donc, quand vous êtes loueur de votre véhicule, vous ne pouvez pas le donner, par définition. J'ajoute que les flottes de location solidaire dont disposent les garages sont pour la majeure partie constituées de véhicules anciens, diesel, classés critères 4 ou 5. Renouveler leur parc de véhicules présente donc un intérêt majeur. En résumé, nous avons d'un côté des services de mobilité solidaire dont l'activité peut être entravée par un gisement insuffisant de véhicules récents. Et de l'autre côté, on a des véhicules relativement récents, en bon état de fonctionnement, qui sont détruits chaque année, alors que leur durée de vie pourrait être prolongée, sous réserve bien sûr, de respecter les seuils de pollution. La proposition de loi vise à faire le lien entre ces deux problématiques en permettant aux AOM volontaires, de récupérer à titre gratuit les véhicules les moins polluants parmi ceux destinés à la destruction, dans le cadre de la prime à la conversion, dans l'objectif de déployer des services de mobilité solidaire à destination des ménages précaires. Si les bénéfices sociaux attendus du dispositif font l'unanimité, ne font l'objet d'aucun débat, certains acteurs, et on les comprend, s'inquiètent des risques potentiels qu'il pourrait entraîner ce dispositif pour l'environnement et la qualité de l'air. Pour pallier cette difficulté, mais aussi pour donner toute sa portée au dispositif proposé, la Commission aménagement du territoire et développement durable a donc adopté la semaine dernière, sur ma proposition, 9 amendements, également adoptés à l'unanimité, à mon initiative, donc suivant 2 axes, ces 9 amendements, que je vais vous exposer brièvement. Le premier axe qui a guidé le travail de la Commission, il vise à encadrer le dispositif de manière à tenir compte des impératifs de décarbonation du secteur du transport. Parmi les amendements adoptés par la Commission sur ce point, le plus important, le plus emblématique, est sans doute celui qui vise à restreindre l'application du dispositif aux seuls véhicules à motorisation essence classés critère 3. Cette évolution est pragmatique car ces véhicules représentent une part non négligeable de ceux envoyés à la casse chaque année dans le cadre de la prime à la conversion. Elle permet en outre de ne pas allonger la durée de vie des véhicules les plus polluants. D'autres compléments judicieux ont été apportés en commission, en particulier pour réserver à l'autorité organisatrice de mobilité la propriété des véhicules qui seront utilisés par des services de mobilité solidaire en application de la proposition de loi. Ceci, très important, ça permet de garantir leur traçabilité. Le deuxième axe ayant guidé nos travaux vise à garantir le caractère opérationnel du dispositif. Je citerai en particulier une évolution intervenue en commission. Pour faciliter la mise en œuvre du dispositif, nous avons prévu la conclusion de conventions locales entre d'une part les AOM et d'autre part les départements. Il peut y avoir plusieurs départements si c'est la région AOM qui met en place le service de mobilité solidaire avec d'autres AOM du périmètre de la région. AOM, département, association d'utilité publique, opérateur du service de mobilité solidaire, concessionnaire automobile et, le cas échéant, les centres VHU volontaires afin de clarifier les responsabilités de chacun. Donc je ne vais pas être plus long. Je vous renvoie, vous l'avez dans vos documents, vos dossiers de presse, l'essentiel
qui porte bien son nom parce que vous y trouvez l'essentiel et le détail des amendements et les éléments principaux du rapport, qui est beaucoup plus long que l'intervention que je viens de faire. Vous l'aurez compris, le texte adopté par la Commission, il est équilibré, il est pragmatique, il permettra, c'est vraiment son ambition, des avancées concrètes pour nombre de nos concitoyens. Je vous remercie de votre attention et je cède la parole à Guillaume Gontard. Merci, merci Jacques. D'abord saluer le président Longeau et le remercier aussi par l'excellent travail qui a été fait par la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et l'excellent rapporteur Jacques Fernic, parce que c'est vrai que ça a été bien expliqué, ce texte a été modifié suite aux différentes auditions. Ils ont essayé de répondre aux critiques, aux propositions qui avaient pu être faites. Donc c'est un texte qui s'est particulièrement enrichi au passage de la Commission et avec le travail de la Commission, et puis du coup qui a pu être voté à l'unanimité. Donc c'est plutôt de très bon augure pour le 13 décembre, puisque le 13 décembre nous présenterons ce texte dans l'hémicycle pour qu'il soit voté par l'ensemble des groupes. En tout cas, on l'espère fortement, et puis ensuite qu'il puisse se poursuivre à l'Assemblée nationale. Donc on sait qu'on essaiera notamment, nous, avec le groupe écologiste, qu'il puisse être pris à travers une niche, ou comme si c'est un texte aussi qui fait l'unanimité, pourquoi pas qu'il trouve aussi une place directement dans les différents, les plannings de l'Assemblée nationale. Non, moi je voulais revenir, parce que Jacques a déjà très décrit en tout cas tout ce qu'était cette PPL et puis le détail, mais revenir plus sur la genèse en fait de ce texte, le pourquoi de ce texte, et ce texte qui me tient particulièrement à cœur, moi, en tant que président du groupe écologiste, parce que ça a été dit, Joël Labbé, qui est un de notre ancien collègue, qui avait fait 2 mandats ici, qui avait beaucoup travaillé sur ces questions de mobilité, et puis en fait en discutant tout simplement avec son garagiste, parce que c'est ça aussi, c'est l'écologie de terrain en fait, celle qu'on aime bien, de discuter et puis parfois d'avoir ces remontées là, et en discutant avec son garagiste qui lui faisait part en fait de cette aberration, de se dire ces voitures qui sont apportées avec cette prime à la conversion, certaines sont en très bon état, mais voilà, on signe un contrat et on est obligé de les détruire. Et donc derrière cette aberration, de se dire est-ce qu'il n'y aurait pas cette possibilité de pouvoir les récupérer, et puis en plus il y a une demande, parce qu'il y a des garages solidaires, parce qu'il y a une demande en termes de mobilité, notamment sur les territoires ruraux ou périurbains, et donc voilà, on avait quelque chose qui en tout cas paraissait assez évident, et donc voilà, c'est tout le travail justement qu'on peut avoir en tant que sénateur, en tant que parlementaire, à travers cette discussion de terrain, travailler. Donc Joël avait travaillé sur un amendement en 2021 pendant la loi Climat et Résilience, et avait proposé cet amendement qui avait été voté au Sénat, et puis ensuite qui avait été évacué, on va dire, à l'Assemblée nationale, mais c'est déjà un amendement qui avait fait débat. Et c'est vrai que ça nous avait pour le coup, on s'est dit on va pas en rester là, parce que à l'époque ça avait déjà fait écho. Vous voyez que c'était quelque chose d'essentiel, que c'était quelque chose de pragmatique, d'écologique évidemment, sur la question de la réutilisation, et donc de retravailler sur cette question. C'est vrai qu'à l'époque il y avait aussi un certain nombre de critiques, de faire attention de ne pas réutiliser des voitures qui soient effectivement polluantes, qui ont le souhait de les enlever du marché pour les remettre en service. Donc il y avait cet encadrement dont a parlé aussi Jacques Fernic, et ce travail a été fait. On a décidé avec Joël Labbé de relancer ça suite à cet amendement, pour arriver justement à ce texte, et puis tout le travail qui en découle et qu'a très bien décrit Jacques. Et pour arriver en fait ce qu'on peut appeler aujourd'hui la VLM, alors c'est pas la voiture Labbé, c'est la voiture à loyer modéré, et je dirais avec l'option 3S, seconde vie, solidarité et service, parce que c'est tout ce qu'il y a dans ce texte et dans ce principe. C'est-à-dire que ça a été dit, les questions à la fois d'inclusion sociale, toutes ces personnes qui n'ont pas accès aux mobilités, et ça a été dit, moi aussi j'ai été
maire et j'habite dans une commune de moins de 200 habitants, donc je sais à peu près ce que sont les problématiques de mobilité, justement, quand on n'a pas de transport en commun, quand on n'a pas d'autres alternatives. Alors, il y a le vélo électrique, il y a l'autopartage, il y a le covoiturage, il y a plein d'aspects comme ça sur lesquels on peut travailler sur les mobilités en zone rurale. Mais là, c'était une nouvelle pierre, en tout cas un élément supplémentaire, parce qu'en zone rurale, on a aussi besoin de la voiture individuelle. Et la problématique, c'est qu'on a un certain nombre de personnes qui n'ont pas accès à cette voiture individuelle, pour des raisons financières, évidemment. D'autres qui ont une voiture individuelle, mais comme le disait Jacques, souvent qui sont anciennes, plutôt polluantes. Et puis d'autres qui ont une voiture individuelle, puis qui n'ont plus les moyens de l'entretenir, qui n'ont plus les moyens de faire passer le contrôle technique, et donc qui sont assignés à résidence. Et être assigné à résidence, ça veut dire ne pas avoir accès à la culture, ne pas avoir accès à la santé, ne pas avoir accès à l'ensemble des services. Et c'est aussi la question du travail. On a énormément, je crois que c'est 28% des demandeurs d'emploi qui disent avoir renoncé à un emploi parce que justement ils n'avaient pas de véhicule, pas de moyens de transport et pas de moyens de se déplacer. Donc c'est vrai que ce texte du coup répond en partie, en tout cas, apporte une solution très, très concrète. Et puis surtout, moi, ce que je trouve, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'appuie sur du réel, il s'appuie sur du concret, il s'appuie sur de l'existant, puisque les garages solidaires existent, ils sont déjà en pratique. On en avait visité un certain nombre avec Joël et voir le fonctionnement. Donc on s'appuie vraiment sur un réseau qui existe et sur un réseau qui est amené aussi à se développer. Et à travers ce texte, moi, c'est ce que je trouve intéressant, c'est de répondre aussi à la difficulté de ces garages solidaires qui ont des difficultés à pouvoir récupérer des voitures et conforter leur flotte de véhicules. Mais c'est aussi pour eux une possibilité de se développer. Et en fait, en s'appuyant sur les autorités organisatrices des mobilités, on espère aussi que ça permettra, peut-être sous d'autres formes, peut-être sur d'autres aspects, que ce principe de location solidaire se développe sur l'ensemble des territoires. Donc c'est aussi à travers ce texte ce qu'on souhaite et ce qu'on espère. Et puis il y a l'intérêt évidemment environnemental, puisque pareil, Jacques l'a bien précisé, le fait de réutiliser et de redonner une seconde vie à ces véhicules. On sait très bien que si on fait rouler un véhicule critère 3 pendant 2 ans, 3 ans supplémentaires, on sait bien qu'en impact carbone, on est évidemment beaucoup plus positif et en même temps on rend ces services. Et puis il y a quand même un aspect aussi dans ce texte qui parle du rétrofit, du passage aussi à la possibilité de passage à l'électrique. Et ça aussi c'est quelque chose d'intéressant puisqu'on demande un rapport aussi sur la question du rétrofit, parce qu'on sait que c'est aussi quelque chose, c'est aussi une mission que pourraient avoir des garages solidaires, à pouvoir passer leur flotte carbonée en flotte électrique, et là pour le coup avoir aussi dans un second temps une réelle réponse parce qu'on nous en parle aussi sur les ZFE, et de pouvoir aussi du coup donner cette réponse là et toutes les questions qu'on peut se poser sur les ZFE. Donc on voit aussi que c'est un texte à 2 temps sur lequel on peut encore avancer. Voilà, moi je serai pas plus long, en tout cas très satisfait. On espère, mais je n'ai pas beaucoup de doutes pour que ce texte trouve une très grande majorité, voire l'unanimité ici au Sénat. Après, on espère évidemment, et on fera tout pour, et on a, je dirais, les appuis pour que ce texte ensuite soit voté à l'Assemblée nationale. Le travail aussi qui a été fait à la fois par le rapporteur et par la commission, puisqu'il y avait quelques réticences auprès du gouvernement, mais je pense qu'on a pu, vous avez pu en tout cas par votre travail répondre en fait à ces réticences. Donc on espère aussi que côté gouvernement, ce texte sera apprécié. Je pense que c'est plutôt en bonne voie. Donc voilà, il y a plein de raisons d'être satisfait, et moi aussi c'est très satisfait parce que je trouve que c'est le texte, je dirais, emblématique en fait de ce que peut être l'écologie de terrain, de ce qu'on aime faire ici au Sénat. C'est pratique, c'est concret, ça rend service, et c'est évidemment avec un intérêt écologique important derrière. Donc je dirais que voilà, on espère derrière avoir d'autres textes qui ont cette même philosophie. Voilà, merci beaucoup. Merci Guillaume. Nous sommes maintenant à votre disposition pour les questions. Attendez, on va vous donner un micro parce qu'il y a des gens qui sont en distanciel et qui doivent entendre aussi. Bonjour, Antoine Maignan pour l'agence France Presse. Pour prolonger ce que vient de dire Guillaume Gontard sur les liens avec le gouvernement, est-ce que vous leur avez parlé de cette proposition? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Quelles étaient les réticences que le président Gontard vient d'évoquer? Et qu'est-ce qui vous permet de croire qu'ils peuvent adhérer
à cette proposition de loi? C'est parce que les réticences du gouvernement et principalement de la Direction générale énergie-climat, c'est celle qui avait motivé le fait que l'amendement de la loi, à l'époque de la loi climat, ne passe pas le cap de la CMP, c'est-à-dire, je les cite, hein, le dispositif ne compenserait pas la perte de bénéfices environnementaux, notamment dans sa composante de réduction de la pollution aux particules fines. Et la DGEC nous disait un dispositif qui remettrait des diesels écartés de la circulation par le biais de la prime à la conversion, ça signifierait qu'on perdrait 75% des gains en réduction de CO2 issus de la prime à la conversion, 80% des gains réduction en dioxyde d'azote et la quasi-totalité des gains en particules fines. C'est ce que nous disait la DGEC. On l'entend. Et donc, la rectification opérée par la Commission, elle a justement été faite pour répondre à cet argument majeur, en écartant les diesels, en écartant les critères 5, les critères 4, en gardant les critères 3. Alors on avait imaginé un instant, et c'est ce que disait la première proposition, c'est que les critères d'éligibilité des véhicules, en gros le tamis par lequel on passe les véhicules de la prime à la conversion pour savoir lesquels on peut garder, soient travaillés grâce à l'ADEME. L'ADEME nous a dit aujourd'hui, dans l'état des possibilités technologiques, il n'est pas possible de se baser sur l'état réel d'émission du véhicule, de chaque véhicule, pour faire le tri. C'est pas possible. Aujourd'hui, on a le contrôle technique qui fonctionne. Pour arriver à du contrôle technique en situation de roulage réel, je vais y arriver, ça serait trop coûteux, c'est pas encore au point, ça sera peut-être au point plus tard. Donc la seule façon de faire le critère, c'est les caractéristiques de sortie d'usine, c'est-à-dire critères 1, 2, 3, 4 et non classés, ou la motorisation. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est basé sur ces critères. Critère 3 et uniquement essence. Donc, on espère que de ce point de vue-là, c'est une nouvelle donne qui va permettre à la DGEC, au gouvernement, de voir avec un nouveau regard cette proposition de loi. Sinon, le gouvernement ne nous a pas caché que la partie, les perspectives avec le développement possible du rétrofit, ça l'intéressait. Bien, sinon on a croisé en off, parce que je suis pas son porte-parole, on a croisé tout à l'heure Clément Beaune en salle des conférences avec ceux des garages solidaires qui nous a dit ça devrait bien se passer. Voilà. Mais bon, je suis pas son porte-parole. Oui, excusez-moi, Jean-Philippe Arouet, la lettre de l'environnement local. Une petite question, enfin ou plutôt une interrogation sur l'impact financier que pourrait avoir votre proposition de loi sur les collectivités territoriales. Parce qu'il me semble qu'indirectement, elle pourrait être de nature à aggraver la situation financière, dans une certaine mesure, des collectivités territoriales qui n'est déjà pas fameuse aujourd'hui. Je m'explique, la loi LOM a imposé aux collectivités territoriales un quota de renouvellement de véhicules comme étant des véhicules à faible émission, qui sont des véhicules qui sont évidemment très efficients d'un point de vue écologique, mais qui coûtent plus cher. Donc ça fait à la fois le bonheur et le malheur des collectivités. Vous avez pris une mesure pour la traçabilité qu'on comprend très bien, qui consiste à dire que les véhicules seront acquis par les collectivités locales. Donc ces véhicules vont être comptés dans leur parc et ils vont donc s'intégrer dans la base qui sert au calcul du quota de renouvellement des véhicules à faible émission. Autrement dit, ils vont augmenter le volume des véhicules à faible émission que les collectivités devront racheter en respectant leurs échéances par rapport aux échéances de renouvellement qui sont prévues par la LOM. Si vous voyez où je veux en venir. Et donc ça va leur coûter plus cher pour celles qui sont volontaires, parce que vous leur laissez le choix. Je comprends bien, je vois où vous voulez en venir. Et on n'a pas fini, à mon avis, d'amender ce texte. Il passe la semaine prochaine dans l'hémicycle. Et effectivement, c'est un point. Si on compte ces véhicules dans le périmètre total du parc, c'est bien ça votre question, de la collectivité, et que les obligations de renouvellement comprennent ces véhicules, donc il faut effectivement réfléchir à cette question-là. Sinon, sur le coût pour la collectivité,
de la mise en place du dispositif, c'est aussi une question qui peut se poser, hein, car ces véhicules, il y a des contrôles techniques à faire, il faudra bien les assurer, il y a des coûts de mise en place du dispositif, il y a quand même du travail humain, et c'est bien pour ça, d'abord, les collectivités seront volontaires, c'est à elles de choisir ce qu'elles veulent faire, et on a bien en tête la subsidiarité nécessaire. C'est-à-dire qu'il y a toute une part qui relèvera de la convention que chaque collectivité mettra en place avec les parties prenantes, qui permettra de bien voir les difficultés, les problèmes, de voir quelles sont les responsabilités des uns et aux autres, comment sont assurés les financements indispensables. Il y en aura un petit peu pour la mise en place de dispositifs. Voilà. Sinon, j'entends bien votre remarque sur les obligations de renouvellement et qu'il serait dommage, effectivement, d'aggraver, de charger la barque de collectivités volontaires pour des services de solidarité indispensables et qui ont aussi le souci de respecter les obligations de renouvellement de leur parc de véhicules, ce qui est bien normal. Et moi, j'ajouterais simplement à ce que disait Jacques tout à l'heure, c'est que ça a un objectif aussi. L'objectif, c'est quand même de permettre à celles et ceux qui aujourd'hui n'ont pas les moyens de se déplacer, n'ont pas les moyens d'aller retrouver un emploi, n'ont pas les moyens de retravailler, de peut-être, grâce à ce dispositif, retrouver demain une activité, sortir du système dans lequel ils se trouvent actuellement, et ce qui permettrait sans doute, peut-être pour un certain nombre, de sortir du dispositif, et donc notamment pour les départements, hein, dans le cadre du RMI RSA, de sortir tout doucement du dispositif grâce effectivement à ce moyen d'aller travailler dans nos territoires ruraux, parce qu'aujourd'hui il y a quand même de l'activité assez forte, enfin dans mon département il y a de l'activité assez forte, mais effectivement, et beaucoup d'entreprises nous disent, mais la problématique c'est pour un certain nombre de gens, parce qu'on a bien mis quelques transports en commun qui, moi je connais une grosse entreprise où des gens viennent travailler d'Ornans, de Mèche, de Morteau, de Val-d'Ahon, et ils n'ont pas de moyens d'y aller, bon voilà, et donc peut-être que derrière ça permettra quand même de sortir un certain nombre de gens de la situation dans laquelle ils se trouvent et de les remettre sur le dispositif du travail. Voilà. Deux petites questions. À qui précisément ça serait destiné? Est-ce que c'est les garages solidaires qui fixent les conditions de précarité entre guillemets des gens à qui ça pourrait bénéficier? Et autre question, est-ce que vous mettez une barrière législative pour dire jusqu'à combien de temps ces véhicules critères 3 maximum peuvent être dans ce dispositif avant de devenir trop polluants et donc de devoir être mis à la casse? Alors, sur les publics bénéficiaires de ces dispositifs, donc le texte prévoit qu'il y ait un seuil d'éligibilité qui soit fixé. Donc là, ça sera un décret qui s'en chargera. Passer par les dispositifs associatifs ayant la pratique, le savoir-faire, le savoir-être, aussi surtout du travail d'accompagnement avec les personnes en difficulté de mobilité et en difficulté sociale, c'est aussi permettre que ces questions-là ne se solutionnent pas simplement par l'application mécanique d'une grille, mais il y a tout un accompagnement, un travail de réflexion de conseil en mobilité pour qu'on ait des solutions adaptées, personnalisées. C'est comme ça que travaillent aujourd'hui les garages solidaires. Un label de garage solidaire ? Justement, ils ont tout un travail de mutualisation, c'est pour ça qu'ils ont des réseaux, hein. C'est pour ça qu'ils ont des réseaux, parce que voilà, il y a du partage d'expérience pour construire vraiment des solutions adaptées et des solutions qui soient autant, je veux dire, pour le leasing social par exemple, dont on en parle, là les critères on les connaîtra, les modalités, les temps d'attente pour attendre le véhicule qui arrivera, etc. Là il s'agit de situations d'urgence. Hein, c'est un intérim que je vais refuser ou non. C'est une solution d'insertion dans la vie professionnelle pour un jeune qui se présente mais qui nécessite des solutions de mobilité et donc qui demande vraiment du rapide, du cousu humain. Et c'est dans ces cibles-là que vise le dispositif. Sur le
la durée de vie des véhicules. Sur la durée de vie, donc le décret, donc déjà dans le texte de loi, il est prévu donc qu'il y ait il est prévu que donc il y a une durée de vie en tant qu'utilisation dans le cadre du service solidaire qui soit limitée. Hein. Leur statut de ces véhicules qui ne sont pas des déchets, mais qui auraient dû l'être parce qu'ils sont passés par la prime à conversion. Donc il y a une espèce de trouvaille juridique dans un des articles au début de notre texte qui permet de les sortir temporairement, on les suspend en quelque sorte, ils sont voués à devenir des déchets et à finir par être détruits, mais pendant un certain temps qui sera limité, et le moyen justement, c'est pour ça qu'il était important que l'AOM soit propriétaire du véhicule, c'est qu'on a le rendez-vous du contrôle technique auquel tout le monde est exposé tous les 2 ans, et un véhicule qui n'est pas dans les clous du contrôle technique, c'est un véhicule qui n'est plus en règle, donc si un de ces véhicules, par je ne sais quel cheminement, se retrouve hors des règles, il sera autant dans l'illégalité que n'importe quel véhicule qui n'a pas le contrôle technique. Donc ça permet que cette nécessité d'éviter de laisser circuler librement pour une durée indéterminée des véhicules, non, c'est pas possible, parce que c'est l'AOM qui est propriétaire et c'est elle qui, en tout cas à l'échéance du contrôle technique, a les moyens de dire si on continue ou non. Alors, on a plusieurs questions en visio. Monsieur Riposso peut-être en premier, puis Jérémy Moreau, Éric Bergerol et Florence Guernalec. On ne vous entend pas. Oui, si vous pouvez activer, voilà. L'Argus. Je viens d'avoir réponse à ma question qui était Monsieur effectivement Riposso. je viens d'avoir réponse à ma question, comme j'ai indiqué dans le fil, qui était uniquement sur la durée d'utilisation de ces véhicules et je viens d'entendre la réponse, donc je retire ma question. Alors sinon, si vous voulez poser votre question par écrit, je peux la lire. J'avais Éric Bergerol qui demandait, donc il écrivait « Je crois comprendre que les critères 3 ainsi repêchés et sauvés de la casse ne seraient proposés qu'aux AOM, mais pas aux garages solidaires, simples associations. » Je ne sais pas si vous avez répondu en partie à... Oui, je peux préciser. Ouais, oui, c'est les AOM volontaires qui deviennent propriétaires des véhicules et elles ont la possibilité donc de passer comme interface avec les publics bénéficiaires par les garages solidaires, par des associations d'utilité sociale. Voilà. Monsieur Moreau, peut-être ? Maintenant, ils sont timides. Voilà. Allô, vous m'entendez? Bon, on va reprendre une question. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Allez-y, on vous écoute, on vous écoute. Pendant ce temps, ils écrivent leurs questions. Rosamélie Bessel de Public Sénat. Du coup, ma question est portée sur votre article 2 qui prévoit de demander un rapport au gouvernement sur le rétrofit. Et j'aimerais bien avoir des précisions un peu sur les objectifs de ce rapport. L'article 2, pourquoi un rapport? Le Sénat n'aime pas les rapports, on connaît l'ancienne qui revient. C'est parce qu'aujourd'hui, donc, il y a un plan national de avril 2023. Le rétrofit, c'est une grande promesse, mais c'est pas évident, c'est pas facile à mettre en place, à déployer. Et il y a une question d'homologation, il y a une question aussi de coût. Or là, on parle de véhicules qui ont une valeur d'usage de l'ordre de 1000, 2000, 3000 euros, hein, c'est cet ordre-là. Le coût du rétrofit, les auditions, on a entendu des choses de l'ordre de 10 000, 15 000 euros. Voilà. Je vais d'ailleurs visiter demain à Caen l'entreprise Lor Moto, mais qui ne fait pas des motos, qui fait des autos, voilà, à Caen, qui fait du rétrofit de Twingo 1. Donc je vais voir ça. Mais en gros, pour l'instant, c'est l'ADEME qui nous le dit. Le rétrofit appliqué aux véhicules particuliers, les modèles populaires, hein, pas des SUV. Aujourd'hui, on bute encore sur un problème de bilan économique, c'est-à-dire que c'est coûteux.
Et donc, ça ne semble pas réaliste de façon massifiée pour l'instant. D'où l'intérêt de ce rapport à venir, parce qu'il nous permettra de voir comment les possibilités du rétrofit peuvent être exploitées, être travaillées dans l'intérêt aussi de la mobilité solidaire, donc des publics, des catégories plutôt précaires, en difficulté de mobilité, dans les zones rurales principalement. Si, alors il reste une question. Jérémy Moreau pour M6. Reconditionner en quelque sorte des véhicules critères 3 peut aller contre la volonté du verdissement du parc automobile. J'ai bien compris pourquoi avoir choisi les essences et pas les diesels, mais quel impact du coup sur l'environnement ? Alors, au vu de ce qu'on a entendu en audition, je le citais tout à l'heure, l'avis de la DGEC, c'était surtout les diesels qu'il ne fallait pas remettre dans la circulation. Oui, les critères 3, donc il faut tenir compte du fait que des critères 3, 4, 5, c'est 32%, c'est un bon tiers du parc en circulation réelle aujourd'hui. Si vous voulez, c'est ce que disait tout à l'heure, je crois Guillaume, ces véhicules, il y a un impact environnemental, il y a une empreinte, c'est de la matière, c'est de la technologie, tout cela, on l'a investi dans ce véhicule. Lui faire cesser sa vie et donc le bon usage qu'il peut faire pour rendre des services mobilité de façon prématurée, donc c'est un choix si on estime qu'il est trop polluant. Si on considère que, on en a parlé, donc les publics considérés utilisent aujourd'hui, donc soit ils sont en panne de mobilité, soit ils utilisent des véhicules bien plus polluants que les critères 3, globalement, du point de vue environnemental, on fait une affaire qui n'est pas mauvaise. Hein. D'autant qu'il y a une étude de l'IDRI qui nous dit clairement que entre des ménages plutôt classe moyenne aisée qui ont des habitudes de renouvellement de leur véhicule de l'ordre de tous les 3-5 ans et qui prennent à chaque fois le meilleur, hein, peut-être pas le plus léger, hein, mais en tout cas le meilleur du point de vue de ses caractéristiques sorties d'usine, du point de vue de leur impact sur la pollution. Donc entre cela et des gens qui feraient durer plus longtemps des véhicules anciens, eh bien, si on regarde du point de vue du bilan environnemental des uns et des autres, eh bien, ceux qui sont meilleurs pour l'environnement, c'est ceux-là. C'est ceux qui utilisent, sans les jeter pour en prendre un nouveau très vite, des véhicules encore en bon état de fonctionner. En faisant le choix, je dirais le seul possible pour l'instant, hein, en fonction de la classification critères et de la motorisation, à mon avis, on fait un choix qui est équilibré. Et j'ai deux dernières questions, des précisions sur des chiffres. 59% d'automobiles mis au rebut seraient des critères 3. Combien, à votre avis, sont des essences, si vous avez cette réponse? Et sur votre proposition de loi, les journalistes souhaiteraient avoir une idée du nombre de véhicules concernés par année. Si vous avez un Alors, on a ces éléments chiffrés. Alors, je ne suis pas tout à fait sûr qu'on a le nombre de diesel parmi les critères 3. Non, je crois qu'on ne les a pas eus. Mais sinon, donc, pour répondre sur des chiffres, il faut que je donne des chiffres précis. Donc j'ai peur de me tromper à quelques ordres de grandeur. Oui. Parlez un petit peu plus fort. Donc 20 à 30%, c'est... Les critères 3 seraient essence. Voilà, 20 à 30% des critères 3 mis au rebut par le biais de la prime à la conversion sont des essences. Voilà. Et sur le nombre de véhicules concernés par votre proposition de loi? Alors, si on prend 20 à 30% des critères 3, alors les critères 3 représentent combien? 59%. Hein. Donc vous avez 20 à 30% de 59%, sachant que le dernier chiffre qu'on a, c'est 2022. La prime à la conversion, c'était 92 000 véhicules. Je ne me suis pas trompé là. 92 000 véhicules. Donc vous prenez 59% de 92 000 et vous prenez 32% de ça et vous voyez à peu près les quelques milliers, dizaines de milliers de véhicules qui pourraient être concernés.
Merci, je crois qu'il n'y a plus de questions en visio. Si, on en a une devant, mais c'est pas en visio. Elle va vous donner le micro. Vous en reposez encore une. Merci. Oui, une autre question. Est-ce que, si j'ai bien compris, les véhicules pourront être prélevés dans les centres VHU ? Alors, c'est justement ça qu'il est important qu'il y ait une convention travailler sur mesure en fonction des spécificités, des possibilités du territoire, qui soit mise en place par les AMO concernés. Parce qu'autant, donc, prime à la conversion, il y a des démarches individuelles. Okay, vous allez, alors il faut, prime à la conversion, il faut quand même avoir le papier qui dit que le véhicule est voué à la destruction. Donc ça, c'est le centre agréé VHU qui vous le délivre. Bon. Une bonne part des particuliers qui veulent profiter de la prime à la conversion passent par leur concessionnaire. Parce que, comme une prime à la conversion, ils achètent une nouvelle voiture en même temps. Donc, le concessionnaire s'occupe de ça. Donc, il est important que dans le conventionnement, l'AOM pense, c'est pour ça qu'on le propose, elle fera ce qu'elle veut, à mettre dans la boucle les concessionnaires. Certains seront plus allants que d'autres. Pour les centres VHU, il est clair que les centres VHU, leur modèle économique, c'est de démonter ce qui est démontable et réutilisable des véhicules, pour remettre en bonne circularité d'économie circulaire des pièces qui peuvent réutiliser. La carcasse broyée, on récupère des matières, etc., qui sont recyclées. Donc, mais c'est pas parce que c'est peut-être pas leur intérêt économique qu'ils vont pas le faire. Voilà. Donc il faut aussi les mettre dans la boucle du conventionnement, mais c'est clair que il faut organiser les choses pour que aussi bien les concessionnaires puissent avoir le réflexe, que les centres VHU qu'ils souhaitent puissent se dire c'est une possibilité, et puis une loi, c'est aussi l'affaire des citoyens. Donc d'où l'intérêt de faire connaître le dispositif, que les gens, les dons s'assèchent, dit-on, pour les garages solidaires. Ceux qui faisaient le choix de donner des véhicules aux garages solidaires, c'est bien parce qu'ils ont un but, une volonté de solidarité. Si on leur dit très bien, la prime à la conversion, vous voulez en profiter, on vous comprend, mais vous avez la possibilité de passer un petit mot à votre concessionnaire, de dire à votre centre VHU, attendez, moi je suis critère 3, je suis essence, il y a un dispositif qui existe, j'aimerais que mon véhicule passe par là. Donc c'est pour ça qu'il est important que la loi soit aussi l'affaire des citoyens. C'est vrai que le centre VHU, à partir du moment où il a récupéré le véhicule, lui, vous le disiez, il le désosse et évidemment, il en tire un profit beaucoup plus important que s'il revendait d'ailleurs le véhicule entier. Ouais, je vois votre question. Or, ces centres-là, ils sont relativement en tension ces derniers temps parce qu'ils doivent consentir des investissements très importants au nom de l'économie circulaire. C'est là où le serpent se mord peut-être un peu la queue. Parce qu'il faut qu'ils investissent dans des dispositifs performants qui doivent permettre de fournir la France entière en pièces de réemploi. Puisque maintenant, quand on est un particulier, qu'on va dans son garage, on peut demander, on peut même exiger de son garage d'être réparé avec des pièces de réemploi. Les pièces de réemploi, on les trouve où ? Dans les centres VHU, mais évidemment, on ne va pas faire la tournée des centres VHU avec son vélo, avec sa voiture, pour rechercher une pièce. Donc on a des systèmes sur Internet qui nécessitent de la numérisation, enfin je passe là-dessus. Bref, ça coûte très cher. Et ça, c'est supporté par ces fameuses entreprises que sont les centres VHU. Donc eux, ils ont plutôt besoin d'argent en ce moment. Alors je ne sais pas s'ils seraient très favorables à laisser échapper quelques voitures. On a posé la question, donc on a auditionné donc la filière constructeur automobile, Mobiliance, le réseau qui rassemble aussi les représentants des centres VHU. En 2020, ils ont traité 1,3 million de véhicules des centres VHU. Sur ces 1,3 million, il n'y en a que 13% qui sont issus de la prime à la conversion. Donc déjà, il y a une marge. On vient de voir qu'avec le texte tel qu'on l'a adapté, c'était 59%, donc 32% de 59%, c'est l'épaisseur du trait. C'est pas ça qui va complètement désorganiser leur modèle économique. La difficulté aujourd'hui de la responsabilité élargie du producteur en termes de véhicules terrestres, c'est que oui, ça fonctionne bien pour ce qui est identifié, ce qui est tracé, ce qui est légal, mais si on regarde le nombre de véhicules
abandonnés en filière illégale, exportés ailleurs ou étant sortis des radars sans contrôle technique, sans carte grise ou sans carte grise, oui, c'est là qu'est l'enjeu de la filière REP et des centres VHU, c'est de réussir à ne pas se contenter d'être performants avec les véhicules qu'on leur amenait, mais de réussir à capter, c'est la responsabilité élargie des producteurs, hein, mais de capter l'ensemble des déchets de la filière de l'automobile. Et là d'ailleurs on a échangé avec les interlocuteurs qu'on a eus du côté des administrations. Le cahier des charges est en train d'être revu. Ils ont des objectifs qui vont leur permettre d'avoir plus de véhicules à traiter. Et à mon avis, ce qu'ils gagneront de ce point de vue-là sera bien plus important que ce qu'on leur enlèvera avec les critères 3 essence qu'on prolongera quelque temps, mais qui leur arriveront quand même en bout de course. C'est simplement un décalage dans le temps. Nous, notre texte, il opère une sorte de conversion dans la conversion. Voilà, on permet au public précaire en difficulté, d'une part ceux qui ont des véhicules vraiment en sale état avec des performances environnementales médiocres, d'en avoir des meilleurs, hein, et ceux qui n'ont pas de solution mobilité, zone rurale, etc., de pouvoir sortir de cette précarité de mobilité. Merci. Je crois qu'on a fait le tour. Bien, donc vous aurez encore des tas de choses intéressantes. Le 13 décembre, dans l'hémicycle, on aura un débat tout à fait passionnant, parce que c'était aussi intéressant en commission. On vous dit que c'était à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu d'abstention, mais c'était aussi un débat riche, dense, avec beaucoup de collègues qui sont intervenus. Oui, voilà. C'est pas parce que c'était à l'unanimité qu'il n'y a pas eu de question et de débat. Voilà. Voilà. Bien, merci.